Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va se poser plusieurs questions aujourd'hui. Comment va se passer la macroéconomie alors que le marché américain n'est toujours pas ouvert, mais nous avons un Nasdaq qui est en train de faire un nouvel ATH. Et oui, vous m'avez bien entendu, on se retrouve avec un cake qui depuis quelques jours reprend des couleurs alors que Solana est en berne. Bon, ça on va pas se cacher que nous avons une séance de même coin sur la BNB Chain. On va pas parler de Brocoli, le chien de CZ, mais tout ça pour vous dire que on a une petite hype en ce moment sur la BNB Chain, pas forcément sur Solana, mais on fait bien attention parce que c'est toujours très temporaire. Vous avez bien compris que les memecoins, ça va et ça vient. Le meilleur exemple, c'est Libra qui est un memecoin qui a été poussé par le président Javier Milei, pour ensuite dire que il ne l'avait pas réellement poussé, que c'était quelque chose qu'il aurait pas dû faire, etc. C'était un rug pull. Ok, sauf que on se rend compte que le créateur de Libra est certainement aussi lié à Melania et à d'autres memecoins qui disparaissent. Ça, c'est un thread qui est super bien fait par Bubble Map. Je vous invite à regarder pour bien comprendre la liaison entre les deux et surtout la typologie que l'on peut avoir d'interaction entre les différents wallets pour pouvoir suivre, traquer des schémas un petit peu complexes, mais clairement, il y a eu des actions de ce côté-là, que ce soit dans le sniping, c'est-à-dire l'acquisition très rapide au lancement d'un certain nombre de Melania. Donc ça ne veut pas dire que Melania est lié directement à Libra, mais quand même, c'est-à-dire que ceux qui ont pris des positions très rapides sur Melania ont utilisé une partie de ces fonds certainement pour fonder aussi la mise en place de Libra. Et quand on regarde Trump, quand on regarde Melania, on peut se poser la question si oui ou non on voit une différence par rapport à Libra au niveau de Melania. J'ai envie de vous dire non, pas forcément, sauf qu'il y en a un, c'est clairement un scam, l'autre pas forcément, mais ça n'empêche qu'on a toujours beaucoup de volatilité, surtout à la baisse. Au niveau de Trump, on aurait pu se poser la question aussi à un moment donné, alors si je retire le logarithmique ça parle un petit peu plus, si oui ou non c'était un scam. Et on voit bien qu'avec Libra, il faut impérativement faire attention. Peu importe qui tweet, on peut avoir soit un hack du compte Twitter, soit tout simplement une maladresse. Là, a priori, il y a un certain nombre d'enquêtes qui vont être lancées sur Javier Milei pour voir si oui ou non il est lié, de quelle façon il a participé ou non à ce token. D'ailleurs, on va se retrouver demain soir, 20h30, sur la chaîne de Monsieur TK pour un live spécial où on va parler justement de l'état du marché, de ce qui va se passer dans certainement les mois à venir, avec deux visions qui sont quand même différentes. Une dans laquelle on va pouvoir poser clairement des questions à Monsieur TK sur la vision qu'il a sur le Proof of Work et l'impact que ça peut avoir dans le syndrome économique que l'on a actuellement, parce que oui, c'est une industrie qui est énorme derrière. Est-ce que oui ou non on a des manipulations liées à ça? Et ensuite, on aura une discussion plutôt ouverte en prenant vos questions, parce qu'on est dans une phase de marché qui est quand même très étrange, et je pense que vous avez tous et toutes un certain nombre de questions. Et oui, le marché est étrange. Quand on regarde l'ATH qui a été fait sur le S&P 500, on voit qu'on a une envolée alors que le marché traditionnel US est fermé aujourd'hui, entre guillemets, étant donné qu'on sait un jour férié. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup moins de volume. Et on a fait un ATH, on a dépassé les 22 200 points sur le Nasdaq, sur la Tech US. Donc on voit vraiment qu'on a un engouement très fort de ce côté-là. Et le S&P 500 est en train de se dépêcher pour rattraper un petit peu son retard et peut-être même nous faire un nouvel ATH avant même l'ouverture du marché américain. Et ça, c'est important. On voit qu'on a une véritable volonté à pousser, malgré les taxes douanières, malgré les tarifs, malgré l'interaction qu'a Trump avec le marché, qui est de façon très erratique, et c'est quelqu'un qui est assez imprévisible, donc forcément le marché à un moment donné peut retracer, mais en l'état, ça plaît beaucoup au marché, ce qui est en cours. Quand on regarde donc le calendrier, aujourd'hui, on est sur un jour férié. Ensuite, demain, nous avons le discours du président Trump. Forcément, je pense pas mal de volatilité parce qu'on va avoir un coup de pression général sur l'économie mondiale. On va avoir ensuite les minutes de la Fed, ça c'est plutôt classique, qui va pas avoir trop d'impact, mais on aura surtout les PMI, services et manufacturiers de février, vendredi, donc une semaine plutôt relâche, à part peut-être demain et vendredi où on aura un petit peu de volatilité de ce côté-là. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a un Trump qui est quand même très sur ses positions. On l'a vu répéter, re-répéter, que les taux allaient baisser. Le problème, c'est qu'il n'a pas forcément la possibilité de pouvoir influencer Jérôme Powell,
et la Fed, ce sont des entités qui sont à la base différentes et décorrélées de l'État fédéral américain. Néanmoins, il y a toujours des discussions qui sont en cours entre l'équipe de Trump et la Fed, et on nous dit Jérôme Powell est indépendant, la Réserve fédérale est indépendante et respectée, mais le point de vue du président est aussi à entendre parce que c'est le président des États-Unis. Et donc ça veut dire quand même beaucoup de choses. Oui, ils sont indépendants, mais la pression est réelle et vraiment, vraiment très forte. Donc je pense qu'on risque d'avoir un certain nombre de nouvelles qui vont tomber à un moment donné, où la Fed va annoncer que oui, ils vont commencer à descendre. Descendre de 25 points pour attendre quelques mois, redescendre de 25 points et ainsi de suite. Il est très important pour les USA de faire descendre les taux directeurs avant le renouvellement de leur dette, parce que sinon ça va leur coûter vraiment très cher. Ils ont un gros paquet à renouveler sur cette année, et il est impératif que les taux soient au plus bas pour limiter l'impact que ça aura sur les intérêts, ce qui est plutôt en même temps normal. Et si on a bien une diminution des taux, je pense qu'on aura une injection de liquidité sur le marché traditionnel, donc on aura un Nasdaq et un S&P 500 qui continueront à pumper très fort, parce que ce ne sera pas une augmentation des taux, enfin une diminution pardon des taux par rapport à une mauvaise nouvelle, non, ce sera par rapport plutôt à une bonne nouvelle, parce que on a une inflation qui est quand même un petit peu en hausse, mais qui est quand même contrôlée, on n'a pas une explosion d'inflation, et on a un marché de l'emploi qui est plutôt dynamique, donc il n'y a pas de raison à la base de baisser les taux, sauf que si on les baisse, ça veut dire que ce sera plutôt bénéfique, et donc on risque d'avoir une réaction haussière. Maintenant on verra si oui ou non le BTC suivra cette accélération haussière. On a déjà vu que la corrélation entre BTC et la macroéconomie, en tout cas S&P 500 et Nasdaq, qui était très corrélée à la baisse, et malheureusement très peu à la hausse, donc il faudra voir l'impact que ça aura sur BTC. Et puis BTC, on se cache pas que maintenant nous sommes dans un petit range qui est lui-même dans un grand range. Petit range, grand range. Là ça vous parle pas parce qu'on est sur le CME. CME, Chicago Mercantile Exchange, qui est fermé durant le week-end, et là on voit que en effet, bon, il y a quelques bougies comme ça. Ouais, sauf que si on regarde ici le total index, plutôt sur Binance, on va voir en 4 heures que ça fait quand même longtemps qu'on est bloqué sur ce range qui est globalement une grosse partie du mois de février, pour ne pas dire la totalité, et on a une borne basse qui va se trouver dans les alentours des 95 500, une borne haute qui va être dans les 98 500, qui sont les deux bornes à retenir pour l'instant. Ce sont des bornes où on voit bien qu'on oscille, on est systématiquement vendu dans les parties supérieures, systématiquement acheté dans les parties inférieures, on est en train de créer de la liquidité au-dessus et en dessous, plutôt classique, pour pouvoir préparer un prochain mouvement. C'est quelque chose qui se vaut aussi au niveau des liquidités. En dessous de 94 000, on a beaucoup de liquidités jusqu'à 92, et on voit que les prochaines grosses liquidités, elles sont en dessous de 90, d'accord, en dessous de 90, et dans la partie supérieure, on voit qu'on a un gros pool de liquidité au niveau des 100 000 $, voire au-dessus, donc entre 102 et 104. On rappellera que 102 et 104, si on dézoome, c'est l'imbalance qui se trouve là. Et ici, c'est la grande interrogation. Si on retourne dans cette zone-là, est-ce qu'on a une distribution pour aller chercher plus bas, ou est-ce qu'on la perfore avec une grosse mèche? Il faut la perforer avec une grosse mèche. Si c'est pas le cas, et qu'on consolide au niveau de cette zone-là, ça veut dire que certainement, on aura une prise de liquidité, un mouvement inversé, qui sera peut-être très fort pour aller chercher le niveau bas des 90 000 $, voire même un petit peu en dessous. Mais pourquoi ces niveaux sont importants, que ce soit au niveau des liquidations, que ce soit au niveau des carnets d'ordre? Et oui, sur les carnets d'ordre, on voit quand même pas mal de choses. La zone des 90 000, elle est en train d'être renforcée. On voit surtout un renforcement dans les 91. On voit aussi dans les 92. Et le gros bloc qu'on avait dans les alentours des 93 était apparu lorsque l'on avait une pression baissière qui était en train de se faire pour absorber, pour essayer de récupérer une partie, je pense, des ordres. Ça a été retiré et certainement redéployé ou en attente de déploiement. Et quand on regarde, on a bien ici une zone d'intérêt entre la partie 93 000 jusqu'à 90 000. Donc la partie basse de cette mèche-là et la partie basse de cette mèche-là. On voit bien qu'on a un intérêt avec même ici un renforcement d'ordre qui se trouve à 90 100 et à 90 050, donc un intérêt vraiment pour aller chercher cette zone-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va forcément y aller? Non, mais ça veut dire que, en effet, on a une volonté à aller chercher un travail sur ces cours-là, et c'est-à-dire aussi retravailler une partie du volume qui est relativement faible par rapport au volume qui est en train d'être travaillé. On voit bien l'impact du volume que l'on a par rapport à ce range-là,
Et quand on regarde un petit peu plus, on voit qu'on a un trou de volume dans les alentours des 95 300, donc partie basse encore une fois, et un petit peu plus bas, donc en dessous des 93 000. Cette partie basse, ici, ça peut être très bien une consolidation ici avant de repartir en haut chercher ce que l'on voit ici. C'est-à-dire les alentours des 100 000 $. On a un gros bloc, hein. On voit bien qu'on se prépare à vendre cette partie-là. Ici, on a des gros ordres de vente avec ici un retest de la mèche. Donc, le niveau à retenir, c'est 93 000, 100 000 $. Et les niveaux au-dessus, on va le voir assez vite qu'on est en train de consolider dans toutes ces zones-là une série d'ordres qui sont plutôt bien structurés pour pouvoir accompagner le cours dans une phase d'accélération, mais on n'a pas non plus de gros ordres de vente qui pourraient faire un mur d'ordre. Par contre, on a bien ici un mur d'achat qui est en train de se construire et qui peut apparaître assez rapidement, comme on a pu le voir sur le mouvement ici, où on a eu un gros paquet d'ordres qui est apparu et qui a disparu une fois que le mouvement a été invalidé. Dans les autres indications qui sont très importantes, on va voir vraiment une pression baissière en ce moment. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est quand on regarde des indicateurs sur l'open interest et sur les positions, on voit qu'on a quand même une augmentation avec un delta qui devient négatif en termes de short, hein. Donc on a vraiment depuis le 28 janvier un passage en short très puissant et on voit que ça s'accentue vraiment très fort depuis le 16 février. On voit vraiment les 2 journées ici très importantes avec beaucoup de shorts et pourtant on a un cours qui est maintenu, ce qui est plutôt positif. L'autre chose, c'est qu'on voit bien ici une augmentation du nombre de positions en short qui est en cours d'augmentation, qui n'est pas forcément positif. Ça veut dire que en termes de volume, on a beaucoup de shorts, en termes de position, on a aussi beaucoup de shorts. Ça veut dire principalement qu'on a une volonté à aller driver le prix plus bas. Ça veut dire aussi que oui, si on n'a pas le spot et donc les achats plutôt spot classique sur BTC, on va aller chercher plus bas. Mais ça veut aussi dire que si on va chercher plus haut avec un momentum d'achat fort, à ce moment on ira certainement faire un short squeeze et on ira liquider toute cette partie-là. Personnellement, je reste persuadé qu'on aura peut-être vocation à aller chercher un petit peu plus bas pour ensuite aller faire un mouvement qui sera plutôt puissant. Est-ce qu'on va avoir des institutionnels aujourd'hui alors que on a quand même un jour férié? J'ai un peu des doutes de ce côté-là. Après, ça reste sur Bitcoin. Les autres altcoins, c'est encore autre chose. Et ce qui va être important de voir, ça va être dans la revue d'altcoin que je vous présentais en fin de journée, que on est dans une dynamique un petit peu meilleure qu'avant, mais on reste quand même relativement loin de ce que l'on aurait voulu. Parce que la dominance de BTC reste quand même dans les alentours des 60%, on n'a pas vraiment de chute vraiment très forte, on voit bien qu'on maintient des zones plutôt clés, on pourrait descendre dans les alentours de 60 réellement pour ensuite faire un rebond, donc il n'y a pas vraiment d'inclinaison de ce côté-là, et même quand on regarde les autres cryptos, qui sont donc globalement la dominance de toutes les cryptos qui sont pas dans le top 10, on voit qu'on est juste allé retester l'oblique, et c'est pas forcément positif. Soit on arrive à reclaim assez rapidement la dominance ici, pour repartir dans la compression où on était, soit à ce moment-là on sera rejeté et on ira certainement dans les alentours des 6 à 7%, enfin 6,8 à 7,5%, où on a l'imbalance qui se trouve là, et on a une zone qui est plutôt classique d'extension de Fibonacci par rapport à cette impulsion baissière. Donc ça voudrait dire ici qu'on aurait une dominance de BTC encore, et cette dominance de BTC ferait diminuer toutes les autres dominances, notamment toutes les autres cryptos, qui sont pas dans le top 10, on l'a bien vu en ce moment, c'est un peu la dynamique que l'on retrouve, donc ça voudrait dire encore une semaine un petit peu compliquée au niveau des altcoins, mais ça on commence à avoir l'habitude, on voit très bien que c'est un market qui est drivé par BTC pour l'instant, il faut l'accepter, c'est cette acceptation qui va faire que lorsqu'on aura vraiment l'engouement autour des altcoins, on sera capable de pouvoir accompagner le cours de la meilleure façon possible. Et si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre une communauté privée gratuite, où vous allez retrouver de la formation, plus de 3 heures, des lives, de l'information avec différents articles. N'hésitez pas, c'est en commentaire en description. Et mercredi à 18 h sur cette même communauté, je vais faire un live avec des spécialistes de sécurité pour expliquer comment éviter de tomber dans les scams, comment bien protéger ses cryptos, etc. Ce sera directement dans la communauté privée gratuite. Et ce sera tout pour ce matin, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.